La dynamique est la partie de la physique qui étudie les forces, et également on arrivera aussi à étudier les influences des forces sur les mouvements, le lien entre les forces et les mouvements. Alors la dynamique, c'est la partie de la physique qui étudie donc en gros les forces. Alors au niveau du plan, on va noter grand B. Pour étudier cette dynamique, il y aura plusieurs lois, plusieurs principes, et le grand A, c'était la cinématique. On avait décrit vitesse, accélération, trajectoire, etc. Donc maintenant, les paragraphes suivants, ce sera pour la dynamique. On va aller un cran plus loin avec la description donc, des forces et des actions, des effets des forces sur les mouvements, des interactions entre les forces et les mouvements. Alors, la première idée, la troisième loi de Newton. Première loi. Alors on commence par la troisième, vous allez dire pourquoi pas par la première, bon, il faut faire des choix, et c'est peut-être la plus directe, la plus simple à appréhender, la troisième loi de Newton, que l'on appelle également le principe des actions réciproques. Alors l'idée, c'est que l'idée c'est qu'il n'existe que des interactions entre les systèmes. Quand on a un système qui agit sur l'autre, alors l'autre agit sur l'un de manière égale et opposée. Alors, ça peut s'énoncer de la manière suivante. C'est une loi donc qu'il faut connaître. Si un système A agit sur un système B avec une force F qu'on va noter F de A sur B, alors simultanément, c'est-à-dire en même temps, il n'y a pas un décalage entre les deux, le système B agit sur le système A avec une force F de B sur A. Et cette force, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est égale et opposée à F de A sur B. Donc quand un système agit sur l'autre, l'autre agit sur l'un avec une force qui est la même que celle qui a été exercée, mais dans l'autre sens, égale et opposée. Même direction, même valeur, mais sens opposé. Prenons des exemples rapides. Si on a un camion qui tire une remorque, et voilà, supposons que le système ce soit la remorque, et bien là on a une force qui est exercée au niveau du crochet par le camion sur la remorque. Donc là ce serait le vecteur, là c'est la force du camion sur la remorque. Là on a le système remorque. Eh bien, simultanément, si on étudie maintenant pour la même situation, si on étudie cette fois-ci, si on prend comme système le camion, cette fois-ci, eh bien, la remorque exerce sur le camion une force, qui cette fois-ci est dirigée comme ceci, donc qui est égale et opposée à celle-ci, c'est-à-dire la même longueur du vecteur, même nombre de newtons. Si là c'est 2000 newtons, si en valeur F ici vaut 2000 newtons, donc la force du camion sur remorque, et bien ici, la force de la remorque sur le camion, sa valeur sera aussi, F donc R sur C pour aller vite, sera aussi de 2000 newtons. Le vecteur sera la même longueur, mais la même direction, mais donc horizontale ici, mais le sens est opposé. Un autre exemple simple et utile également, classique, c'est l'exemple de la marche, ou de beaucoup de locomotion. Lorsque par exemple lorsque l'on marche, si on prend comme système, voilà, ça c'est la personne qui marche avec le pied d'appui, et bien si on fait le bilan un petit peu des forces qui agissent sur la personne, il y a naturellement le poids ici, vertical vers le bas, je dessine le centre de masse à peu près ici. On a la réaction du sol, la réaction normale du sol, le fait que le sol empêche la personne de descendre en fait. Quand on marche, on suit la route, le fait qu'on ne passe pas à travers la route, c'est la réaction normale qui nous maintient au-dessus. Et si on regarde ces deux forces là, les deux sont verticales, il n'y a rien qui va vers l'avant. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un déplacement vers l'avant? C'est qu'il y a une force qui est vers l'avant. C'est qu'il y a une force qui est exercée. Alors par quoi? Par le milieu extérieur vers l'avant. Le milieu extérieur c'est soit l'air, soit la terre, mais ça on a vu qu'il y avait le poids déjà, soit le sol. Alors au niveau du sol, il y a l'action verticale, et puis en fait il y a aussi une action qui est horizontale, une réaction tangentielle.
la réaction tangentielle, qui est ici liée au frottement, mais on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il une réaction tangentielle là? Pourquoi le sol nous propulse-t-il vers l'avant? Eh bien, c'est uniquement parce que la personne ici, qui avance ici, exerce avec le pied une force sur le système, cette fois-ci sol, une force qui est ici, et comme ceci. Ça, ce serait la force exercée par la personne sur le sol, la force horizontale. Et donc ça, c'est sur le système sol, donc on n'en parle pas. Mais par rapport à la personne, pour le système personne, comme il y a sur le système sol une force exercée par la personne sur le sol, en vertu du principe des actions réciproques, en vertu de la troisième loi de Newton, s'il y a une force exercée par la personne sur le sol, horizontale, et ici vers la gauche, alors il existe aussi une force exercée par le sol sur la personne, qui est RT, qui est la force exercée par le sol horizontalement, d'accord, la force horizontale du sol sur la personne. Eh bien, c'est cette force exercée par le sol sur la personne qui permet d'avancer. C'est la force de réaction ici tangentielle. Et elle existe parce que naturellement la personne appuie avec son pied sur le sol. D'ailleurs, si c'est de la glace qui est par terre, il n'y a aucune force vers l'arrière et donc il n'y aura aucune force vers l'avant. On patine, on glisse, on n'arrive pas à avancer. Ça, c'est la première loi, donc, c'est le premier aspect de la dynamique, c'est que entre des systèmes, pour les systèmes qui sont en interaction, vous avez toujours des forces qui sont égales opposées, mais attention, on entoure toujours un système d'études. Il faut bien ne pas se tromper. Hein. Ici, si on ne fait pas attention, on dit qu'il y a une force vers l'avant, une force vers l'arrière, et donc les effets des forces se compensent. Attention, on étudie un système ou l'autre. Il faut bien réfléchir à ça. On entoure son système et on regarde quelles sont les forces qui agissent sur le système. Alors voilà pour le principe des actions réciproques. Et nous allons passer à une autre loi qui est importante dans la description des forces. Et là, on va le mettre en lien directement avec les mouvements. C'est la première loi de Newton. Donc, ce sera notre grand C. Première loi de Newton. Elle aussi, elle a un nom, c'est le principe d'inertie. Elle est connue aussi sous le nom de principe d'inertie. Alors, l'énoncé, c'est tout corps. Alors, pardon, l'énoncé commence par dans un référentiel galiléen. Ce qu'on annonce, c'est vrai dans un référentiel galiléen. Alors, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? On va en parler juste après. Dans un référentiel galiléen, tout corps persiste dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme s'il est soumis à des forces qui se compensent, à des actions qui se compensent. Donc dans ce cas-là, on dit qu'il est pseudo-isolé, que c'est un système qui est pseudo-isolé. Donc dans un référentiel galiléen, tout corps persiste dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme s'il est soumis à des actions qui se compensent, cas du système pseudo-isolé, ou s'il n'est soumis à aucune action. Dans ce cas-là, on dit qu'il est isolé. Alors un système isolé, c'est extrêmement rare puisqu'on est toujours en interaction au moins avec la planète autour de laquelle on se trouve. Il faudrait être vraiment loin de tout pour ce cas-là. Donc, concrètement, dans la situation du principe d'inertie, on la rencontre lorsqu'on a des systèmes pseudo-isolés, lorsque les forces se compensent. Et il faut bien faire attention, dans ces cas-là, on n'est pas forcément immobile. On est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Tout dépend du référentiel d'étude. Et voilà. Alors, on va prendre des exemples, mais d'abord, il faut que je revienne sur ce que c'est qu'un référentiel galiléen. Référentiel galiléen, eh bien, c'est tout simplement un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. C'est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée. La première loi de Newton s'applique. De Newton est vérifiée. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va voir, on va prendre un exemple ici. Si on regarde ce qui se passe dans
ce référentiel ici, j'ai dessiné un repère sur un référentiel, cette feuille de papier, et je place un objet, et je place le référentiel ici, de sorte qu'il soit galiléen. Donc on voit que là, je refais, je vais un peu plus vite. Donc globalement ici, j'ai placé donc l'objet dans le référentiel galiléen, c'est-à-dire un référentiel dans lequel la somme des deux forces qui agissent sur l'objet, c'est-à-dire il y a le poids et la réaction du sol, se compensent. On a des forces qui se compensent, et donc l'objet dans ce référentiel, dans le référentiel du papier, il reste immobile. Il est immobile par rapport au référentiel du papier. Le papier, lui, pourquoi est-ce qu'il est galiléen? En fait, comment est-ce que je sais qu'il est galiléen? Parce que j'ai tiré le papier en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, qui est caractérisé par le sol ici, qui est représenté par la table. Et bien, par rapport à un référentiel terrestre que l'on va considérer comme galiléen, eh bien, tous les objets qui sont en mouvement rectiligne uniforme sont des référentiels galiléens. La force vers le bas et la force vers le haut se compensent, et l'objet est immobile dans le référentiel galiléen. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel qui ne serait pas galiléen? Eh bien, par exemple, c'est un référentiel qui n'est pas en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. Si on prend comme référentiel galiléen la Terre, le sol, la table, là, eh bien, qu'est-ce que ça donnerait si on n'est pas en mouvement rectiligne uniforme? Vous allez voir. Ici, on va supposer que le référentiel de la feuille là, va être accéléré. Je vais l'accélérer. Et au niveau des forces sur la pile, je vous fais remarquer qu'il y a toujours une force vers le bas qui est le poids et une force vers le haut qui est la réaction normale, et que les deux se compensent. Donc il n'y a aucune raison que l'objet se mette en mouvement. Et bien voilà, vous voyez, maintenant s'il y a une accélération, l'objet se met en mouvement par rapport au référentiel, ou si l'objet, le référentiel est en rotation par exemple, voilà, en rotation, tout de suite vous avez ici, si je fais une rotation très douce, si je fais une rotation lente ici, voilà, une rotation lente me permet de pouvoir considérer le référentiel comme galiléen. Ici, les deux forces qui se compensent sur la pile, le poids et la réaction normale se compensent, vous voyez, et la pile qui était immobile reste immobile. Donc on est bien dans un référentiel galiléen. Si maintenant je fais ça, les deux forces sont les mêmes, le poids et la réaction se compensent, pourtant la pile n'est pas immobile par rapport au référentiel, c'est donc pas un référentiel galiléen. C'est valable également, d'accord, avec une accélération, si je me place dans un référentiel galiléen, donc qui avance à vitesse constante, là, je vais le faire, voilà, à vitesse constante ici, à peu près constante, autant que je peux, la pile reste au même endroit, elle était immobile, elle reste immobile par rapport à la feuille. Maintenant, si j'imprime à la feuille une accélération, on voit bien qu'elle soit de rotation ou voilà, en ligne ou de translation, on a un mouvement la première loi de Newton n'est plus vérifiée, les deux forces se compensent et pourtant la pile se met à bouger. Autrement dit, quand on étudie un mouvement dans un référentiel, suivant la vitesse de rotation ou de translation du référentiel, on pourra être ou pas dans un référentiel galiléen. Un référentiel pourrait être considéré comme galiléen si son temps d'évolution, par exemple, est très long devant le phénomène. Si on réfléchit à la Terre, au référentiel terrestre, on le prend souvent comme galiléen. En fait, la Terre, elle tourne sur elle-même, elle a un mouvement de rotation, et elle tourne aussi autour du Soleil. C'est un peu plus long, mais elle a aussi un mouvement de révolution. Donc elle a des mouvements compliqués. Pourtant, dans toutes les expériences du quotidien, la Terre est un bon référentiel galiléen. On peut faire beaucoup d'expériences, notamment voilà, dans le référentiel terrestre, là, l'objet, le poids, la réaction s'annule, l'objet est immobile. Le centre de masse de l'objet ne bouge pas. D'accord ? Donc là, on peut considérer pour beaucoup de situations que le référentiel terrestre est un bon référentiel galiléen. Néanmoins, et donc si on prend un train qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à la Terre, il est aussi un référentiel galiléen et ainsi de suite. On peut définir comme ça des référentiels galiléens. Quand on en connaît un, les autres se déduisent comme étant des référentiels en mouvement rectiligne uniforme, donc en translation à vitesse
constante, ce vecteur vitesse est constant, la direction est la même et la valeur est la même, les uns par rapport aux autres. Les référentiels galiléens sont en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. Prenons, on a vu des exemples là, on peut prendre un exemple simple, celui d'une voiture qui avance sur la route à vitesse constante. Cette vitesse constante, ça veut dire que le vecteur vitesse de la voiture est constant. Ça veut dire qu'on a à la fois la direction, le sens et la valeur qui est la même. C'est-à-dire que la vitesse de la voiture, je pourrais la représenter ici par exemple, c'est le vecteur vitesse de la voiture qui ne change pas, c'est pas simplement la valeur, c'est tout le vecteur. Donc là on a le poids, on a la réaction. Alors la réaction du sol, le poids je l'ai mis, supposons que le moteur soit ici, d'ailleurs c'est peut-être plus ici comme je l'ai dessiné, enfin peu importe, le poids est plus vers l'avant, la réaction du sol normale, elle se trouve, il y a les 4 roues qui agissent sur qui reposent, qui permettent à la voiture de reposer sur le sol, donc on a à peu près au centre de tout ça, on a la réaction normale, et on a en plus des frottements. Alors je vais enlever la vitesse pour ne pas surcharger la vitesse qui est donc ce vecteur là. Donc on a en plus supposons que la voiture aille par là, donc on a les frottements de l'air notamment, et puis d'autres frottements qui peuvent intervenir au niveau du sol, encore que c'est surtout l'essentiel, c'est les frottements de l'air. Donc on peut représenter ça par une force qui est comme ceci, la force de frottement F. Et si la voiture avance avec une vitesse, un vecteur vitesse qui est constant, une vitesse de valeur constante, ça veut dire que sur les roues motrices, là, grâce aux roues motrices, le sol agit sur les roues motrices avec une force verticale vers l'avant grand F, de sorte que la somme de toutes ces forces est nulle. Selon la première loi de Newton, dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, la vitesse de la voiture étant constante, ça veut dire que la somme des forces extérieures agissant sur le système est nulle. Quelles sont ces forces? C'est ce qu'on a écrit, le poids, plus la réaction normale, plus la force de frottement, plus la force motrice, la force donc du sol sur les roues motrices. Et bien tout ça, c'est nul. Le poids et la réaction s'annulent, c'est assez intuitif, c'est parce que la voiture ne passe pas à travers la route, elle ne s'enfonce pas, etc. Et la force motrice et la force de frottement, ça c'est un peu moins intuitif, parce qu'on aurait envie de dire que la force vers l'avant doit être plus forte que la force vers l'arrière pour que la voiture avance. Alors attention, si la force vers l'avant est plus grande que la force vers l'arrière, alors la vitesse de la voiture va augmenter en valeur. Si c'est la force vers l'arrière qui est plus grande que la force vers l'avant, eh bien la vitesse de la voiture va diminuer. Pour que la vitesse reste constante, il faut que l'effet vers l'avant et que l'effet vers l'arrière se compensent exactement, mais qu'il n'y ait aucun qui l'emporte. Je répète, il y en a un des deux qui l'emporte, mais la vitesse augmentera dans le sens de la force qui est la plus grande que l'autre. Et voilà, pour une dernière petite remarque, si vous avez un virage, et si vous avez votre système, votre voiture par exemple, qui arrive ici avec une vitesse V1 qui vaut 50 km/h dans cette direction, puis qui tourne, qui est en train de tourner, qui prend son virage, donc là on est à une vitesse V2, la valeur ici c'est 50 km/h, ici c'est toujours 50 km/h, pourtant on voit que la vitesse n'est pas constante. La valeur est constante, mais la vitesse n'est pas constante. Il y a eu un changement de vitesse. Si on fait V2 moins V1, on a un vecteur, le vecteur V2 qui est comme ça, le vecteur V1 qui est comme ceci, donc je prends moins V1, il est par là, ça c'est moins V1, et donc si on fait delta V, c'est-à-dire V2 moins V1, on a ce vecteur-là, on a un vecteur delta V, une variation de vitesse. Donc la vitesse ici n'est pas constante, ça veut dire que la somme des forces n'est pas nulle. Il faut qu'il y ait une force qui permettent un changement de vitesse. Et donc après on verra avec la deuxième loi de Newton que ça implique l'existence d'une force qui est à l'intérieur de la trajectoire. Et ça, ce sera pour la deuxième loi de Newton. Donc pour la première loi de Newton, elle dit ceci, donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, que pour tout système avec une vitesse, il faut que le vecteur vitesse complètement soit constant, c'est-à-dire que le mouvement soit rectiligne uniforme. Il faut que
voilà, la trajectoire ce soit ça. Que l'objet avance avec une vitesse, un vecteur vitesse constant en ligne droite et avec une vitesse de valeur constante. Dans ce cas-là, la somme des forces extérieures qui agissent sur l'objet est nulle.